Début mars 1945. Quelques semaines seulement avant que l'armée rouge ne pénètre dans Berlin, les Allemands lancent l'une de leurs dernières grandes offensives, prenant une nouvelle fois leurs ennemis par surprise. Cependant, ce qui étonna le plus les Alliés, au-delà de la quantité impressionnante de soldats et de chars utilisés, c'est que cet assaut ait eu lieu en Hongrie, plutôt qu'aux abords de Berlin. À cette époque, les Soviétiques étaient déjà à quelques kilomètres de la capitale allemande. Mais Hitler, malgré les insistances de Guderian, qui voulait renforcer le front de l'Oder, décida de détourner ses dernières divisions d'élite vers la Hongrie, les précédentes offensives en Hongrie. Les mois de janvier et février 1945 avaient été marqués par une série d'attaques allemandes visant à reprendre Budapest et secourir sa garnison. Ces opérations furent connues sous le nom d'opération Konrad I, II et III. À ces trois offensives s'ajouta une quatrième attaque, lancée au nord du Danube, où les Allemands réussirent un dernier succès tactique, en repoussant les Soviétiques d'une tête de pont située à l'ouest du fleuve Rhône. Ces offensives avaient toutes un point commun. Elles furent lancées avec des forces limitées. Le 4e corps Panzer SS fut l'acteur principal des trois opérations Konrad. Le 1er corps Panzer SS mena l'opération Vent du Sud, visant la tête de pont sur le fleuve Rhône. Une nouvelle offensive avec toutes les forces d'élite. Cette fois-ci, Hitler décida d'attendre que toutes ces unités d'élite soient rassemblées avant de lancer une ultime grande offensive. L'objectif principal de cette nouvelle attaque était affaiblir ou détruire le 3e front ukrainien, afin d'empêcher une offensive soviétique vers Vienne ou vers les champs pétrolifères hongrois, protéger l'Autriche et la Hongrie, ainsi que des ressources stratégiques comme la bauxite, le manganèse, le fer, les terres agricoles et les complexes militaro-industriels de la région. Reprendre Budapest pour remonter le moral des troupes et de la population allemande. Forcer les Soviétiques à redéployer leurs renforts vers la Hongrie afin d'alléger la pression sur le front de l'Oder. Enfin, envoyer la 6e armée Panzer SS en renfort aux abords de Berlin après cette offensive. Forces engagées dans la dernière offensive allemande, 1er corps, Panzer SS, division Leibstandart et Hitlerjugend, 25e division d'infanterie hongroise. Environ 20 000 soldats, 106 chars, dont 4 Tiger II et 56 Panthers II. Corps, Panzer SS Division, Das Reich et Hohenstaufen, 23e Division Panzer, 44e Division Volksgrenadier, environ 55 000 soldats, 180 chars et chasseurs de chars. Ce 2e corps Panzer SS disposait donc d'une force de frappe pratiquement 2 fois supérieure à celle du 1er corps Panzer SS. Rôle du 4e corps Panzer SS. En revanche, en raison de l'énorme usure subie lors des tentatives de sauvetage de Budapest, le 4e corps Panzer SS n'avait plus la capacité nécessaire pour participer à une nouvelle offensive. Son rôle fut donc de protéger le flanc gauche des unités en attaque sur une ligne de 30 km s'étendant du lac Vélance jusqu'aux montagnes vertes. Ainsi, entre la division Wiking et la Totenkopf, les Allemands rassemblaient 23 500 soldats et environ 125 blindés opérationnels. Contrairement au 4e corps Panzer SS, qui avait une mission défensive, l'autre grande formation sous les ordres du général Hermann Balck participerait activement à l'offensive. Sa mission consistait à avancer sur le flanc gauche du 2e corps Panzer SS en direction est-sud-est vers le Danube. Le 3e corps Panzer, une force de frappe imposante. Pour cette mission, le 3e corps Panzer disposait des unités suivantes. 1re, 3e et 6e. Division Panzer, 509e bataillon, de chars lourds, 356e
divisions d'infanterie. Ensemble, elles rassemblaient 38 Panzerkrah 113 Panthers, 27 chasseurs de chars, 35 Tiger II du 509e bataillon de chars lourds, ce qui portait le total du 3e corps, Panzer à 213 blindés opérationnels et environ 22 000 hommes. Le 2e, armée Panzer et le groupe d'armée E. Enfin, au sud et au sud-est du lac Balaton, la 2e armée Panzer ainsi que 4 divisions du groupe d'armée se joindraient à l'attaque dans le but de faire jonction avec les unités attaquant plus au nord. Une dernière offensive d'ampleur colossale. Pour cette ultime grande offensive de l'armée allemande durant la guerre, les forces rassemblées étaient considérables. 220 000 soldats, 635 chars et chasseurs de chars. Si l'on inclut les blindés en réparation, qui furent progressivement remis en état pendant l'offensive, le total pouvait atteindre 1000 blindés. En d'autres termes, entre 70% et 80% de tous les blindés encore disponibles sur le front de l'Est, l'appui aérien de la Luftwaffe. Concernant l'aviation, toute la Luftflotte 4 fut mobilisée pour soutenir les unités terrestres. Renforcée, elle disposait alors d'environ 850 avions, soit 30% de la force aérienne totale, encore opérationnelle pour la Luftwaffe à cette période. Ces effectifs massifs expliquent le surnom donné à cette bataille, le second Koursk, la réaction soviétique. Les soviétiques avaient acquis la certitude que l'attaque allemande aurait lieu entre les lacs Vélance et Balaton durant la 2e semaine de mars. Ils optèrent donc pour une stratégie prudente, encaisser l'assaut allemand, puis, une fois les forces ennemies épuisées, lancer une contre-offensive massive sur le flanc allemand. Un dispositif défensif massif. Pour endiguer l'offensive allemande, plusieurs lignes défensives successives furent construites entre les lacs Balaton et Vélance, accompagnées de 250 000 mines. Afin de garantir la solidité de ces fortifications, le général Tolboukine mit en place un système de mobilisation rapide permettant de redéployer immédiatement les réserves vers les secteurs attaqués. L'objectif d'une défense en profondeur est d'absorber les chocs avec flexibilité, sans jamais se briser. Les forces soviétiques. Pour faire face à l'offensive imminente, le 3e front ukrainien disposait 5 armées, 2 corps de chars, un corps mécanisé, un corps de cavalerie, soit un total de 407 000 soldats, 426 blindés, appui aérien soviétique, 965 avions. Mission principale, harceler les colonnes allemandes en progression. Un plan semblable à celui de Koursk. Tout comme à Koursk, les soviétiques laissèrent les Allemands attaquer en premier dans l'objectif de les user, avant de lancer un contre-assaut décisif. Cette contre-attaque serait lancée sur la gauche du lac Velance, en direction du lac Balaton. Si les soviétiques atteignaient la rive nord du Balaton, ils encercleraient toute la force d'attaque allemande. Y parviendraient-ils? Le début de l'offensive allemande. L'offensive allemande commença aux premières heures du 6 mars. En raison du secret absolu autour de l'opération, aucun média allemand n'évoqua l'attaque. Dès les premiers assauts, les Allemands se heurtèrent à de grandes difficultés, notamment à cause du terrain boueux, des champs de mines et de la résistance acharnée des Soviétiques. Premier combat et résistance soviétique. Malgré ces obstacles, certaines unités, comme la Leibstandarte et la Hitlerjugend, réussirent à percer de quelques kilomètres les lignes soviétiques. Cependant, les conditions météorologiques et les mines ennemies limitèrent fortement l'usage des blindés. En réaction, le maréchal Tolboukine renforça rapidement les défenses en envoyant des renforts stratégiques et en réorganisant son artillerie. Un impact limité malgré la puissance de feu. L'attaque principale, soutenue par un bombardement d'artillerie massif, n'eut pas l'effet escompté.
Des divisions comme la Das Reich et la Hohenstaufen prirent du retard dans leur assaut, laissant les troupes allemandes subir de lourdes pertes pour peu de gains. Dès la fin de cette première journée, la situation semblait inquiétante. Mais malgré ces résultats décourageants, Hitler ordonna de poursuivre l'offensive, espérant de meilleures avancées dans les jours suivants. 7 mars 1945. Avancées et difficultés. Le 7 mars, les divisions Leibstandart et Hitlerjugend réussirent à percer le premier cercle défensif soviétique, progressant de 5 km et capturant la ville de Kalose. Elles sécurisèrent également des positions stratégiques sur la route menant à Simon-Tornia. Échec du 2e corps Panzer SS. Pendant ce temps, le 2e corps Panzer SS subit de graves difficultés. Les terrains boueux mirent les blindés hors d'usage, forçant l'infanterie à avancer sans soutien. Cela entraîna des pertes élevées, notamment sous le feu de l'artillerie soviétique. Seule la 44e division d'infanterie parvint à progresser vers Aba, ouvrant un corridor pour les divisions blindées à venir. Mais dans l'ensemble, les résultats de la journée restèrent très limités. 8 mars. Un jour d'espoir pour les Allemands. Le 8 mars, la Leibstandart avança de 6 km jusqu'à Nagyur. Mais son flanc droit fut exposé à cause de l'échec de la Hitlerjugend dans la prise de Deg, qui restait solidement défendue par les soviétiques. Le 2e corps Panzer SS progresse, puis s'arrête. Au nord, le 2e corps Panzer SS réalisa son meilleur progrès en brisant les défenses soviétiques entre Aba et Sarozd. Mais il fut immédiatement stoppé par de violents contre-attaques soviétiques, appuyés par l'artillerie et de nouvelles lignes défensives. Renforts allemands et soviétiques. Dans la journée, les Allemands redéployèrent plusieurs unités, dont la 23e division Panzer et le Kampfgruppe Krag, pour renforcer le flanc sud et préparer des attaques en profondeur. De leur côté, les soviétiques envoyèrent des renforts massifs, notamment de l'artillerie lourde et des lance-roquettes, avec l'objectif de stopper l'avancée allemande et de préparer un contre-assaut visant à encercler les forces ennemies à l'ouest du lac Velance. 9 mars, percée du 1er corps Panzer SS. Le 9 mars, les Allemands réalisèrent des avancées significatives, surtout grâce au 1er corps Panzer SS. Divisé en 2 Kampfgruppen, commandés par Hansen et Piper, la Leibstandart progressa de 10 km, se retrouvant à seulement 5 km de Simon-Tornia. Pendant ce temps, la Hitlerjugend réussit enfin à capturer Deg et avança jusqu'à Ozora, stabilisant ainsi la ligne de front. Le 1er corps de cavalerie protégea efficacement le flanc droit. Échec du 2e corps Panzer SS. En revanche, le 2e corps Panzer SS connut un nouveau revers. La Hohenstaufen perdit près de 40% de ses blindés et ne progressa pas. La Das Reich fit quelques avancées, mais trop minimes pour être décisives. Réaction soviétique et décision de Staline. Face à ces avancées allemandes, Tolbukhin demanda des renforts supplémentaires. Mais Moscou refusa, lui ordonnant de tenir ses positions avec les troupes déjà disponibles et de se préparer pour une contre-offensive massive prévue pour le 15 ou 16 mars. Staline refusa aussi la demande de Tolbukhin de se replier vers le Danube. Ordre formel, maintenir coûte que coûte les positions sur la rive gauche du fleuve. La situation devenait de plus en plus critique. Progression et contre-offensive soviétique. Bien que les Allemands aient obtenu des avancées tactiques, le haut commandement soviétique estima que l'offensive allemande manquait de profondeur stratégique et finirait bientôt par s'enliser. Voyant cela comme une opportunité, les Soviétiques se préparèrent à lancer un contre-assaut décisif. 10 mars, avancée du 3e corps Panzer. Le 10 mars, le 3e corps Panzer prit le relais et réalisa des percées importantes au sud-est du lac Velance.
Profitant d'un effet de surprise et malgré des conditions climatiques difficiles, la 3e division Panzer et la 356e division d'infanterie firent reculer les forces soviétiques. Pendant ce temps, la 1re division Panzer sécurisait le flanc droit près de Seregelye. Cependant, l'offensive s'enlisa, faute de soutien du 2e corps Panzer SS, ce qui permit aux Soviétiques de renforcer leur défense dans la région. Situation au sud. Au sud, la Leibstandarte ne réalisa aucun progrès et se réorganisa, cédant ses positions à la 23e division Panzer, qui subit de lourds tirs d'artillerie. Pendant ce temps, la Hitlerjugend avança légèrement près d'Ozora. Problème majeur, l'état des blindés allemands devenait critique. À la fin de la journée, la Leibstandarte ne comptait plus que 30 chars opérationnels. La Hitlerjugend, seulement 26. 11 mars, l'offensive allemande ralentit. Malgré une perte évidente d'élan, les Allemands tentèrent de maintenir leur avancée. La division Hohenstaufen, quant à elle, fut contrainte d'adopter une posture défensive près de Sarost sous les assauts répétés des brigades blindées soviétiques du 18e corps de tanks, appuyées par une artillerie intense. Tentative d'encerclement à abat la division Das Reich progressa de quelques centaines de mètres entre Aba et Sarost, soutenue par le Kampfgruppe Krag, qui traversa le canal Sarvis dans le but d'avancer vers Sark et Restour et de connecter avec le reste de la division. Objectif: encerclement de la 36e division de fusiliers de la garde qui résistait à Aba. Mais l'attaque échoua en raison de la forte résistance soviétique et du terrain marécageux qui ralentit l'avancée allemande. La 23e division Panzer tenta de renforcer l'assaut, mais échoua à traverser le canal. Préparatifs pour Simontornia. Plus au sud, la Leibstandarte se limita à des escarmouches devant Simontornia, préparant ses positions pour un futur assaut contre la ville. Problème stratégique. Le canal Sio traversait la ville, rendant l'attaque encore plus complexe. En soutien, des éléments de la Hitlerjugend sécurisèrent Tigor, facilitant ainsi la coordination entre les divisions du 1er corps Panzer SS. De son côté, le 25e régiment Panzer SS de la Hitlerjugend lança une attaque sur Ozora dans le but de capturer le pont principal et d'établir une tête de pont sur la rive sud du canal Sio. 12 mars. Assaut sur Simontornia. Le 12 mars, la Leibstandarte lança un assaut féroce contre Simontornia, surprenant les défenseurs soviétiques et progressant dans la ville malgré de lourdes pertes. Mais les soviétiques dynamitèrent le pont du canal, empêchant les Allemands d'établir une tête de pont sur l'autre rive. Offensive sur le canal Sio. Pendant ce temps, le 26e régiment Panzer SS tenta de franchir le Sio au sud-est d'Ozora. Résultat, il parvint à établir une petite tête de pont, mais au prix de violents combats. Dans le nord, le 2e corps Panzer SS adopta une position défensive. Succès mitigé pour la Das Reich. Elle prit Aba, mais ne put encercler les soviétiques qui réussirent à se replier. La menace soviétique grandit. Ce même jour, jusqu'à 3 armées soviétiques se rassemblèrent à l'ouest du lac Velance, prêtes à attaquer le 4e corps Panzer SS dès que l'ordre serait donné. 13 mars. Tête de pont sur le canal Sio. Le 13 mars, le Kampfgruppe Hansen réussit à établir une tête de pont sur le canal Sio, près de Simontornia. Objectif immédiat: connecter cette tête de pont avec celle tenue plus à l'ouest par le 26e régiment de grenadiers Panzer SS. Les Soviétiques réagirent immédiatement, lançant plusieurs contre-attaques contre la tête de pont de la Leibstandarte. Mais ces attaques furent repoussées. La bataille atteignait son paroxysme. Les Allemands tenaient leur position, mais la contre-offensive soviétique semblait imminente. Échec de l'opération Frühlingserwachen.
Sur d'autres fronts, le 25e régiment de la Hitlerjugend ne parvint pas à établir une tête de pont près d'Ozora. En revanche, la 23e division Panzer créa la surprise en capturant Sarregress, sécurisant ainsi le flanc gauche de la Leibstandart. Cette manœuvre bénéficia au 1er corps Panzer SS, mais c'est là aussi l'espoir de voir la 23e division Panzer appuyer une attaque au nord du canal Sarvis. Le 2e corps Panzer SS sur la défensive. De son côté, le 2e corps Panzer SS ne réalisa aucune avancée significative et continua à défendre ses positions. Sous les ordres de Rudolf Lehmann, la division Das Reich demanda un repli stratégique de 3 à 4 km afin de réduire son périmètre défensif. Refus catégorique de l'état-major. 13 mars, conditions climatiques favorables. Le lendemain, les températures s'améliorèrent, atteignant jusqu'à 13 degrés Celsius, ce qui facilita la mobilité des blindés allemands. Mais un problème majeur subsistait. L'absence de pont adapté sur le canal Sio empêcha l'avancée des blindés lourds. Malgré cela, l'infanterie allemande parvint à étendre sa tête de pont, au sud de Simon-Tornia, d'environ 6 km². Flancs menacés. Sur les flancs, la situation se détériora. À l'ouest, les Soviétiques traversèrent le canal Sarvis et attaquèrent la 23e division Panzer, forçant la Leibstandart à renforcer ses défenses. À l'est, le 25e régiment de la Hitlerjugend passa en défensive face aux attaques soviétiques à Ozora. Changement de stratégie allemande. Face à la montée des contre-attaques soviétiques, Otto Kumm ordonna le retrait des blindés allemands vers l'arrière, les maintenant en réserve tactique. Le 2e corps Panzer SS resta également en défensive. Tentative échouée de la 6e division Panzer à Sarost. Conséquence, l'offensive allemande sur le Danube prit fin, les Soviétiques reprenant l'initiative. Un coup dur, l'attaque aérienne américaine. Pendant ce temps, un bombardement aérien américain frappa les raffineries de Komarno en Hongrie. Conséquence, 70% de la production de carburant du Troisième Reich détruite. Grave pénurie pour les blindés allemands. Aggravation de la situation militaire de la Wehrmacht. 15 mars, l'échec devient évident. Le 15 mars 1945 marqua un tournant. Constat amer, l'opération Frühlingserwachen avait échoué. Les unités allemandes, épuisées et incapables d'avancer, virent les Soviétiques se préparer à une offensive massive. Proposition de Joseph Dietrich, une retraite immédiate. Refus d'Otto Wöhler qui, déconnecté de la réalité, insista pour préparer une nouvelle attaque vers l'est, près du Danube. Mais les officiers de terrain jugèrent cela imprudent et irréalisable. Bilan des pertes. En 10 jours d'opération, pertes allemandes, 15 117 soldats, morts, blessés, disparus. 46 blindés irrécupérables. La plupart des véhicules restants étaient hors d'usage. De nombreux chars furent détruits pour éviter qu'ils ne tombent aux mains soviétiques. Pertes soviétiques, environ 33 000 soldats, morts, blessés, disparus. Bien que les Soviétiques aient perdu plus d'hommes, la Wehrmacht fut incapable de se relever de ces pertes stratégiques qui représentaient sa dernière réserve. Résultat final, l'occupation temporaire d'un territoire sans valeur stratégique qui facilita ensuite les offensives soviétiques. Vers la bataille de Vienne, l'opération Frühlingserwachen prit officiellement fin entre le 15 et 16 mars sans avoir atteint aucun objectif majeur. À partir de là, les Soviétiques lancèrent une série d'offensives contre le groupe d'armées sud de la Wehrmacht, profitant de sa fragilité. Plan initial soviétique, attaquer au nord et au sud du Danube dans l'opération Vienne. Mais Staline changea de stratégie,
concentration des attaques au sud du lac Balaton et sur la rive nord du Danube. Objectif, encercler les forces allemandes et ouvrir la route vers Vienne. Dans ce contexte, le troisième front ukrainien reçut des renforts et atteignit près de 750 000 soldats, tandis que le groupe d'armées sud-allemand ne comptait que 270 000 hommes. De plus, les Soviétiques disposaient désormais de plus de 1600 blindés, contre seulement 772 opérationnels du côté allemand. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme toujours, on se retrouve dimanche prochain. À bientôt.